Bonjour à tous, capsule juridique numéro 201 du 23 mars 2024. Je vais vous parler aujourd'hui des USA, du Canada, de la Belgique et de la Roumanie. Aux USA tout d'abord, l'État du Tennessee vient de voter une loi le 18 mars 2024, donc interdisant au gouvernement fédéral de se livrer à des expériences de géo-ingénierie impliquant le rejet de produits chimiques dans le ciel de l'État du Tennessee. Vous savez donc ces fameux chemtrails qui n'existent que dans la tête des complotistes. Alors pour rappel, des accords internationaux existent déjà depuis des décennies pour interdire cela, notamment la convention NMOD de 1976. Si vous souhaitez un historique de cette question, documents juridiques à l'appui, notamment une liste de 100 brevets, plus de 100 brevets d'ailleurs, certains très anciens, je vous suggère de jeter un œil à mon canal Step by Step et je mets un lien direct sous ma capsule vers le début de l'épisode où je parle de cette question. Et cet épisode contient notamment une vidéo montrant Ted Gunderson, qui est un ancien directeur du FBI qui a balancé à l'époque une ribambelle de pilules rouges sur certains sujets, dont celui-là. Bref, donc, le 18 mars dernier, le Tennessee a interdit tout épandage chimique dans son espace aérien et d'autres États semblent vouloir lui emboîter le pas. On parle notamment du Kentucky, de Rhode Island, du New Hampshire, de l'Illinois et du Dakota du Sud, ainsi que du Connecticut. Alors ça fait beaucoup de députés pour lutter contre un truc qui n'existe pas, ou alors peut-être qu'on nous aurait menti, allez savoir. J'imagine que tous ces députés et sénateurs des différents États concernés se chargeront de répondre à CNN qui, le 12 mars dernier, affirmait encore que tout cela n'était que des théories de la conspiration. C'est quand même dommage qu'il y ait autant de conspirateurs dans les parlements des États américains. Alors aux USA toujours, mais sur un autre sujet, je vous avais parlé de cette procédure contre la FDA qui avait publié une série de posts sur les réseaux sociaux destinés à décourager la population d'accepter un traitement à l'ivermectine. Je vous invite à écouter, si vous voulez remonter dans le temps à ce niveau-là, mes capsules 103, 105, 172 et 175. On vient d'apprendre que dans un accord intervenu tout récemment, alors évidemment il est probable que la procédure ne tournait pas du tout à l'avantage de la FDA et que donc elle se soit inclinée avant d'être sérieusement condamnée, la FDA a donc accepté de supprimer sur tous les réseaux sociaux l'ensemble des posts de cette campagne de communication. Cet accord a ensuite été entériné par la juridiction, le jugement qui l'entérine et qui fait 3 pages est bien sûr accessible en ligne et je mets le lien sous ma capsule. On rappelle qu'en septembre 2023, la juridiction saisie avait déjà jugé que la FDA avait manifestement dépassé ses compétences puisqu'elle n'avait pas à donner de conseils sur l'administration de médicaments et cette phase-là de la procédure était commentée dans ma capsule numéro 175. Bravo donc là à l'endurance des médecins, notamment le docteur Mary Talley Bowden qui en a parlé sur son compte Twitter. Et cette endurance a payé, bravo. Au Canada, à présent, Justin Trudeau, Premier ministre, est poursuivi devant la Cour supérieure de l'Ontario par une ribambelle de camionneurs ou de sociétés de transport pour avoir, vous vous en souvenez, fait bloquer les comptes bancaires de tous les manifestants début février 2022, si je ne me trompe pas. Et je vous avais parlé des prémices de cette procédure dans ma capsule 196 fin janvier dernier. Et à ce moment-là, une décision avait été rendue dans une action lancée par la Fondation pour la Constitution canadienne, l'Association canadienne des libertés civiles et plusieurs demandeurs afin de faire déclarer inconstitutionnelles les mesures en question, donc le blocage des comptes. Et en effet, la Cour constitutionnelle avait décidé que les blocages des comptes bancaires étaient bien une mesure inconstitutionnelle. À ce moment-là, quelqu'un avait publié sous ma capsule, je ne sais plus si c'était sur Crowdbunker ou YouTube, un commentaire me disant « Oui, mais ça sert à rien, on ne poursuit pas non plus les responsables, comme toujours ils vont s'en tirer, etc. » Alors je comprends ce genre de commentaires, mais il faut aussi comprendre que chaque système juridique est différent. Dans cette affaire-là, les avocats ont choisi une technique qui semble apparemment efficace. D'abord, ils ont fait déclarer les mesures inconstitutionnelles, ce qui n'est alors plus discutable, et ce qui permet ensuite aux victimes directes de réagir, et c'est ce qui arrive à présent. Donc imaginez que par rapport au système français, les systèmes anglo-saxons sont en général beaucoup plus rapides. Et malheureusement, la pratique du droit implique d'apprendre la patience. Donc ce qui ne semble pas servir tout de suite, parfois, permet d'obtenir ensuite des résultats bien plus positifs si on prend les choses dans l'ordre et les procédures dans l'ordre le plus logique. Bref, donc, Justin Trudeau, ainsi donc qu'une ribambelle d'autres défendeurs sont poursuivis devant la Cour supérieure d'Ontario. Parmi ces défendeurs, on trouve notamment Chrystia Freeland, qui s'est illustrée au Canada par une série de mesures toutes plus contestables et scandaleuses les unes que les autres, 2 anciens ministres, la police montée canadienne, différents services de police, différentes banques qui ont accepté d'obéir à ces injonctions illégales, mais aussi le Canadian Anti-Hate Network, c'est-à-dire donc le réseau anti-haine canadien, dont j'ignore en fait le rôle exact qu'il a joué dans cette affaire. L'un des articles précise ceci, je cite,
Les plaignants réclament 1 million de dollars canadiens de dommages et intérêts punitifs pour la conduite malveillante, répréhensible et autoritaire des défendeurs, ainsi que 500 000 dollars de dommages et intérêts généraux et spéciaux pour la rupture du contrat et la saisie des comptes bancaires. Fin de citation. Alors, je ne suis pas encore parvenue à trouver la plainte complète, mais je finirai bien par y arriver. Si c'est le cas et que je vois quelque chose qui mérite que j'y revienne, j'en reparlerai. Sinon, j'attendrai le verdict pour vous en parler à nouveau. Pour ceux qui comprennent l'anglais, je vous conseille de regarder la vidéo dont je mets le lien direct sous ma capsule. C'est un très bon petit résumé qui met en lumière l'insupportable hypocrisie de Trudeau qui, parlant de la nécessité de respecter les libertés fondamentales aussi lorsque les temps sont durs, n'hésite pas, malgré tout, évidemment, à prendre des mesures totalement liberticides et inconstitutionnelles. Même chose pour Chrystia Freeland, qui se marre littéralement alors que les journalistes lui posent des questions sur ce blocage des comptes bancaires. Donc, apparemment, ça fait rire beaucoup les dirigeants, mais voilà, ça risque de se retourner vraiment contre eux. Donc le vent tourne, messieurs et mesdames les psychopathes, il va falloir vous accrocher à présent parce que ça va devenir de moins en moins confortable pour vous. En Belgique à présent, vous vous souvenez, je vous avais parlé de cette plainte déposée en avril 2023 devant un juge d'instruction contre Ursula von der Leyen. On était plus ou moins sans nouvelles depuis plusieurs mois, mais récemment l'information a été donnée que différents pays et partis politiques ont soutenu cette plainte et se sont ralliés se sont joints à la procédure. On parle d'un parti belge ainsi que du parti des Patriotes de Florian Philippot pour la France et surtout deux pays, la Pologne et la Hongrie. Alors je ne rentre pas dans les détails, surtout parce que j'ai évidemment pas accès au dossier répressif. L'instruction est toujours en cours, mais je vous renvoie à une vidéo du 20 mars sur la chaîne Toxin dans laquelle il est question de cette procédure. Et de son côté, Pfizer a répliqué en portant plainte elle-même, contre 3 pays, dont la Pologne et la Hongrie, puisque ceux-ci ne veulent plus commander la quantité de doses à laquelle ils s'étaient engagés. Donc d'un côté, ces 2 pays se joignent à la procédure contre Ursula von der Leyen et en réplique, bien évidemment, on les attaque, Pfizer les attaque en disant hop, continuez vos commandes, sinon ça va mal se passer. Donc voilà. On va voir ce que ça va donner. En Roumanie à présent, une famille s'est battue devant la justice pour obtenir l'exhumation d'une femme soi-disant décédée du Covid. La femme, qui se nommait Ileana Sârbu, si je prononce bien, j'espère, était donc prétendument décédée du Covid courant 2021. Et sa famille estimait qu'en réalité, c'était le protocole imposé par le personnel médical qui était à l'origine du décès et pas le Covid lui-même. Les enfants ont donc saisi la justice. Une première procédure s'était soldée par un échec, apparemment c'était une procédure civile, mais ensuite ils sont parvenus à faire lancer une enquête pénale et le procureur a ordonné l'exhumation du corps de Mme Sârbu. Une autopsie a eu lieu fin novembre 2023, au cours de laquelle on a prélevé des échantillons dans plusieurs organes. L'article note au passage que la femme avait été enterrée dans un sac noir sans aucun vêtement, comme ce fut sans doute le cas dans bon nombre de pays, dans cette espèce de psychose qu'on a installée partout. Ensuite, le temps passe, le rapport d'autopsie est publié par les experts médico-légaux désignés par le procureur. Donc l'article sur lequel je me base dit ensuite ceci. Alors la traduction automatique était assez imprécise, donc je vais devoir reformuler certaines phrases, mais sur la substance, manifestement, on est dans le bon quant au contenu de ce que je vais indiquer. Donc je cite, « Pour des raisons évidentes, nous ne pouvons pas publier pour l'instant l'intégralité du rapport médico-légal. Madame Ileana Sârbu n'avait pas de Covid. Dans ces conditions, les soupçons de la famille et toutes les accusations portées contre le personnel médical sont plus que justifiées. Du premier staff médical au dernier, tous étaient limites quant aux soins donnés aux patients et à l'administration du traitement tout au long du séjour à l'hôpital. Ils avaient tous tort. Et pour cela, ils doivent payer. Quoi que puisse dire ou déclarer le personnel médical, cela n'aiderait en rien. Le patient a été mal diagnostiqué, mal traité pour une maladie dont il ne souffrait pas. Mais ce fait est un crime. De plus, pour cacher leur incompétence et leurs actes criminels, une série de médecins ont commis des contrefaçons dans les documents du dossier médical du patient, d'où il ressort qu'il avait le Covid. Donc, en raison des contrefaçons, je traduis, il était censé avoir le Covid alors que manifestement il ne l'avait pas. Et quelqu'un doit en répondre. Un peu plus loin, on note que les experts, donc fin de citation, un peu plus loin, on note que les experts, au départ, semblent assez prudents dans la manière dont ils formulent, mais par contre, ils précisent de manière très claire, tout d'abord qu'il n'y avait pas de zone hémorragique dans les poumons, alors que c'est en principe, dit le rapport, une caractéristique des morts Covid, qu'il n'y avait pas non plus de thrombus dans les artères pulmonaires, autre signe d'un décès post-Covid, que l'examen du test RT-PCR SARS-CoV-2 était négatif, et enfin que les enquêtes réalisées au microscope n'ont pas révélé les lésions hépatiques
hépatique et cardiaque habituellement causés par le Covid-19. Ensuite, l'article nous dit ceci, je cite à nouveau. En ce qui concerne les soupçons de la famille, selon lesquels le décès est survenu à la suite de l'administration d'une dose de stupéfiants, probablement au moment de l'intubation, le rapport de toxicologie semble confirmer que c'est possible. Dans l'estomac et d'autres tissus prélevés, il a été identifié à 3 ans après le décès, une quantité considérable de fentanyl qui a été utilisée pour la sédation. Quant au rapport de toxicologie déjà réalisé, il est bref, la Roumanie n'a pas réalisé une série d'analyses spécifiques pour déterminer tous les types de substances qui ont été administrées à la patiente, ni les quantités, même si une combinaison de celles-ci a contribué à la dépréciation de son état de santé à l'hôpital. Pour clarifier ces aspects, la famille a obtenu le consentement des organismes d'enquête pour envoyer une partie des preuves à des laboratoires médicaux accrédités à l'étranger à cette fin, pour la réalisation d'expertises toxicologiques. Dans le contenu de certaines expertises extrajudiciaires réalisées par des experts à la demande de la famille, on affirme que le patient a reçu des combinaisons de substances ayant des effets sur les poumons et provoquant un arrêt cardio-respiratoire, combinaison évidente contre-indiquée par les protocoles médicaux pour les affections respiratoires avec référence à l'âge du patient et à ses conditions préexistantes. Extrait du rapport toxicologique de l'Institut médico-légal de Timișoara. Donc là, l'article cite le rapport. Estomac, traces de fentanyl, nordazépam, méthylphénobarbital et vitamine E, et sur la peau, traces de fentanyl. Fin de citation. Donc bravo à cette famille de nouveau, et puis j'espère qu'il y aura des suites, c'est-à-dire des poursuites des médecins responsables, ça l'article ne le dit pas. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui, et je vous souhaite un bon week-end, tenez bon, à très bientôt, au revoir.